Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première rencontre du Forum des lecteurs de la Foire du Livre de Brive. Nous avons le plaisir de commencer la journée avec de l'histoire. Et de l'histoire qui va nous... Enfin, de l'histoire. Oui, de l'histoire, des romans. Je crois qu'on va essayer de s'attacher plutôt au contenu des livres plutôt qu'au thème. Nous avons sur ce plateau François Reinhardt. Bonjour à tous. Bonjour François, vous nous apportez le monde sur un plateau puisque vous venez d'écrire une somme impressionnante qui s'appelle La Grande Histoire du Monde, publiée chez Fayard. Là, il n'est pas question d'un roman, encore que c'est peut-être le roman de notre temps. Vous voyez, j'essaye de faire des ponts capillotractés, c'est un peu pathétique, je sais. Donc on est sur une démarche historique particulière que vous allez nous expliquer une fois que j'aurai fini de présenter les autres invités de ce plateau. Sylvain Larue, à côté de vous. Bonjour Sylvain. Bonjour Karine. Vous venez nous présenter un roman historique, L'œil du Goupil, publié aux éditions de Boré. Et c'est pas seulement un roman, c'est le début d'une série. C'est-à-dire que vous venez nous parler d'un personnage qu'on va suivre plusieurs années, en tout cas, après avoir lu le livre, je l'espère. Tout à fait. Ça se situe au milieu après 1848, donc voilà, au milieu du 19e siècle. Deuxième République et Second Empire. C'est ça, voilà, on va voir à quel point l'histoire, la politique font intrinsèquement partie de la trame polar, la trame policière de ce livre. Et à côté de moi, Guy Bollet, Fils du Feu, publié chez Grasset. Vous venez, Guy, d'être récompensé pour ce premier roman par le Grand Prix SGDL. Oui. Mon micro fait un drôle de bruit. Et alors, vous n'aviez pas l'intention d'écrire un roman historique ? Non, mais à l'intérieur du roman, il y a une page d'histoire parlez un petit peu plus près, parce qu'on ne vous entend pas. Débat, là. Oui. Ah, il y a un problème de micro. Non, plus près. Plus près, voilà, oui. D'accord. Donc, vous nous la refaites ? Oui, voilà. Parce qu'on ne vous a pas entendu. Oui, on n'a pas entendu ? Non. Bon, je disais que... Ah, c'est bon, là ? Oui, il faut monter, je parle, vous me direz quand c'est bon. C'est bon. S'il ne faut pas tenir le micro trop loin, ça va là ? D'accord. Oui, à l'intérieur de ce roman, il y a une partie historique qui raconte les 30 Glorieuses, déclin et ascension des 30 Glorieuses. Alors, on vous entend. Est-ce qu'on vous entend ? Oui, c'est bon ? D'accord, c'est le retour plateau qui est mauvais. On n'arrive pas à savoir si on nous entend bien. Ouais. Rapprochez votre micro, en tout cas. On n'entend pas, me dit le monsieur. Oui. Voilà. Et là, on entend mieux. Donc c'est l'histoire, je ne vais pas faire la traduction à chaque fois, hein. on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc effectivement, votre roman s'ancre au début des 30 Glorieuses, c'est-à-dire un siècle après le roman de Sylvain. C'est d'ailleurs intéressant de voir les vraies différences d'époque, les vraies différences de vie et de rapport au monde qui s'exercent à 100 ans d'écart. On va faire d'abord un point global avec le théoricien de ce plateau. François, vous êtes, on le sait, écrivain, journaliste, et vous vous êtes mis en tête depuis quelques années. Décidément, les micros sont mal réveillés ce matin. On va trouver une solution. C'est un bizutage. Vous avez donc décidé de vous intéresser à l'histoire du monde. Alors, vous l'avez fait avec nos ancêtres les Gaulois, vous avez fait aussi avec le monde musulman, et là, vous attaquez carrément au monde. Alors, mon idée, c'est d'abord une idée de citoyen. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde dans lequel, constamment, on parle de la Chine, on parle de l'Inde. Tout le monde a bien compris que les prochains leaders du monde, c'est eux. Enfin, en particulier la Chine, hein, ça c'est clair. Mais que l'Inde attend son tour, que le Brésil attend son tour, que l'Afrique du Sud va y aller, que l'Iran devient une puissance, etc. Et pour rentrer dans ce monde-là, qui est le monde du XXIe siècle, la plupart des gens n'ont pas accès simplement à l'histoire de ces pays-là. Donc je voulais faire un livre simple qui explique l'histoire du monde, c'est-à-dire l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, etc. Et en procédant par paliers chronologiques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'histoire est ma passion. Donc comme tous les passionnés d'histoire, moi j'ai fait effectivement un livre d'histoire de France. Voilà, c'était très bien, mais à un moment, l'histoire de France, je me dis, bon, bah, Napoléon, Louis XIV, ça va, enfin, je ne peux pas dire que j'en ai fait le tour, hein, mais enfin, je me disais, il y a aussi d'autres histoires qui sont intéressantes et passionnantes, donc l'histoire du monde, là, c'est quand même un champ de choses passionnantes, extraordinaires, je ne sais pas, c'est pas un détail, mais tout le monde connaît, par exemple, tout le monde connaît le nom de Gengis Khan, hein, voilà, c'est le grand conquérant, voilà. Là, on est au XIIIe siècle, à la suite de Gengis Khan. Il y a les invasions mongoles, les Mongols vont déferler sur toute l'Asie. Gengis Khan et ses fils et ses petits-fils, ils vont faire le plus grand empire qui n'ait jamais été fait au monde. C'est extraordinaire et la plupart des Occidentaux, on n'a pas d'accès à ça, on ne connaît pas ça. On connaît le nom de Gengis Khan, on ne sait pas grand-chose d'autre. Ils ont fait un empire qui a duré pendant des siècles. Ça, c'est le deuxième point, là, le côté passion de l'histoire. Et le troisième point, pour
moi qui était très important. J'essaie toujours de faire des livres qui sont des livres de vulgarisation. Hein. Le mot est pas très joli parce que dedans on entend vulgaire. C'est simplement, disons, des livres d'accession, des livres qui parlent à tout le monde, qui parlent au grand public. Mais j'essaie toujours d'aller puiser à la recherche universitaire la plus récente. Dans la recherche universitaire la plus récente en histoire, il y a toute une école qui est née aux États-Unis, en Angleterre, qui s'appelle Global History, l'histoire globale. Hein, l'histoire globale, c'est quoi? C'est des Américains anglo-saxons qui se sont dit, d'abord on va essayer de regarder l'histoire de manière globale, c'est-à-dire en voyant à un moment donné tout le planisphère. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ce qui est très important, on va toujours essayer de voir le point de vue de l'autre. Comment est-ce que... tous les peuples écrivent leur histoire en voyant par rapport à eux-mêmes, mais le point de vue de l'autre est intéressant. Je cite juste ce petit exemple. Il y a un grand historien de l'histoire globale qui s'appelle Subramaniam, qui est un homme d'origine indienne, qui était un des grands noms de l'histoire aujourd'hui. Il a écrit une biographie de Vasco de Gama. Vasco de Gama, hein, c'est le premier Portugais qui a fait le tour de l'Afrique, ce qu'on appelle la circumnavigation, pour arriver en Inde. Ça, c'est raconté au Portugal depuis la fin du XVe siècle et le XVIe siècle, où Vasco de Gama est toujours célébré. Si vous allez à Lisbonne, il y a le tombeau de Vasco de Gama, il y a des statues, etc. Et lui, il se dit, mais cet épisode-là, comment il a été vu de l'autre côté ? Comment est-ce que la côte de l'Inde où est arrivé Vasco de Gama a vu ça? Évidemment, c'est pas du tout la même histoire, parce que là, la côte de l'Inde, il y avait du commerce qui se passait depuis des siècles entre cette côte de l'Inde et la péninsule arabique. Il y avait des marchands arabes, des marchands Gujarat, c'est le nom de cette région de l'Inde, qui étaient extrêmement riches. Et quand les Portugais sont arrivés, les Portugais, c'était des ploucs. Parce que les Portugais, ils sentaient mauvais, ils ne se lavaient pas, alors que les Arabes, l'Inde, il y a une culture des parfums, etc. Ensuite, dans le bateau de Vasco de Gama, pour remplir un bateau à l'époque des Portugais, quand on partait faire une navigation aussi périlleuse, on vidait les prisons. C'est-à-dire qu'on vidait les prisons en disant soit on va vous garrotter la semaine prochaine, soit vous prenez le bateau et si vous en sortez, vous pourrez faire fortune. Donc les compagnons de Vasco de Gama, c'était tous des prisonniers. Puis quand ils sont arrivés là-bas, quand ils sont arrivés vers cette côte de l'Inde, il y avait un espèce de sultan très fastueux, et Vasco de Gama est allé le voir très très fier. Il venait du roi du Portugal, il a l'impression que c'était très important, et il avait des cadeaux, et tous les autres marchands se sont moqués de ces cadeaux en disant c'est comme si le type arrivait avec des colliers de nouilles devant un type qui avait un trône en or, quoi. C'est ça l'histoire globale, c'est de regarder l'histoire de l'autre côté. Donc j'essaie de faire un livre qui soit, encore une fois, simple, accessible, qui donne les clés à l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, etc., mais toujours en respectant l'histoire de l'autre. Voilà, je peux vous donner juste un dernier exemple, parce que celui-là est plutôt amusant, sur Vasco de Gama, c'est une chose, mais par exemple par rapport à la Chine, je pense que la plupart d'entre nous, on voit bien que la Chine monte, on n'a pas encore compris à quel point elle monte. Il y a une chose très simple qui indique ce qu'il y a dans la tête des Chinois, que nous on ne voit pas assez. Chine, c'est le mot occidental pour appeler ce pays. La Chine, en chinois, en mandarin, c'est Zhuangguo. Alors, pardon la prononciation, je suis pas mandarinophone, hein. Mais enfin, Zhuangguo, ça veut dire le pays du centre. C'est pour ça qu'on appelait ça, en France, avant l'Empire du Milieu. Le pays, c'est quelque chose à prendre au pied de la lettre. Pour un Chinois, la civilisation, c'est la civilisation chinoise. Son pays est au centre et tout autour, il y a des royaumes qui sont des royaumes vassaux. L'Empire chinois a fonctionné comme ça pendant des siècles et aujourd'hui, les Chinois pensent que ça va redevenir comme ça. Ça va redevenir un truc dans lequel nous, on est des petits royaumes barbares et des vassaux. Hein. Les Chinois appelaient les Occidentaux les barbares au long nez et les barbares, voilà. Et ils n'ont jamais changé cette conception-là et ils ont bien l'intention de revenir un pays autour duquel on tourne. Donc, je pense qu'il faut se préoccuper de ce que, au nom en regard de l'histoire de la Chine, qui est un pays qui a toujours été le premier pays du monde, sauf au XIXe siècle, eh bien, il faut voir que la Chine va redevenir une grande puissance. Et il faut faire attention à cette puissance, parce que je vous assure qu'ils n'auront aucune pitié pour nous, ça c'est sûr. Oui, c'est ce que vous dites, c'est qu'effectivement, de notre point de vue, on est bercé par le quand la Chine s'éveillera, alors que la Chine, elle vient juste d'avoir une erreur de parcours d'un petit siècle, mais pour elle, culturellement, le chinois est forcément dominant dans le monde. La Chine a été la première puissance technologique du monde à peu près jusqu'au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, il y a eu, au XVIe, XVIIe siècle, ce qu'on appelle en Occident la révolution scientifique. Copernic, Galilée, la découverte de la science, etc. Donc à ce moment-là, l'Europe, elle est devenue supérieure. Mais auparavant, toutes les grandes inventions sont des inventions chinoises. Tous les petits Chinois, ils apprennent à l'école les quatre grandes. Les quatre grandes, ça veut dire les quatre grandes inventions. Et les quatre grandes inventions, c'est, alors j'en oublie toujours une, mais c'est le papier, donc très important pour la diffusion de la connaissance. C'est la poudre à canon, évidemment énorme, qui au départ
ça leur servait à faire des feux d'artifice. Puis après, ils se sont rendus compte que ça pouvait servir à mettre dans des canons aussi. La poudre à canon, la boussole, énorme, parce que sans la boussole, on ne peut pas voyager de nuit, on est obligé de suivre les étoiles. Et le quatrième, c'est l'imprimerie, qui a été inventée en Chine avant d'être inventée en Occident. Ça, c'était les 4 grandes, mais il y en a plein d'autres des inventions chinoises. Ils ont inventé la monnaie, enfin le papier-monnaie, je veux dire. Ils ont inventé des tas de choses. Jusqu'au XVIe siècle, c'est la première puissance technologique. Après, elle a été dépassée par l'Occident. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'en 1800, la Chine était la première puissance commerciale du monde. La Chine, elle dominait le monde parce que depuis la nuit des temps, elle vendait le thé, elle vendait la soie, et elle vendait la porcelaine. C'est comme ça que, voilà. Et au XIXe siècle, il y a eu une rupture. Hein. Les Anglais, depuis le XVIIIe siècle, étaient installés en Inde. Et les Anglais, on a eu assez de voir la Chine dominer commercialement, etc. Et donc, les Anglais se sont dit, il faut qu'on trouve un truc pour essayer de vendre quelque chose à la Chine. Et la seule chose qu'ils ont trouvée, qui leur paraissait très, très malin, qui nous paraît dingue aujourd'hui, c'était l'opium. Parce que dans la colonie, enfin, dans l'Inde britannique, on faisait pousser de l'opium. Donc ils ont obligé la Chine à acheter de l'opium. Là, on est en 1830, 1835, et l'empereur de Chine, il dit, mais ils sont complètement dingues, on va pas laisser passer ça. Hein, l'Angleterre, à l'époque, c'était Pablo Escobar, c'était des narcotrafiquants, des gens qui voulaient fournir de l'opium à la Chine. L'empereur de Chine a essayé d'empêcher ça, et en 1838, il y a un gouverneur de Canton qui a fait brûler de l'opium anglais, enfin, qui venait d'Inde, sur le port de Canton. Les Anglais ont dit offense à la couronne. Comment est-ce que la reine Victoria peut être offensée par une chose pareille? Parce qu'on avait brûlé une marchandise britannique. Donc les Anglais ont attaqué la Chine en 1838 avec leurs bateaux. Et là, les Chinois, qui étaient jusque-là la première puissance du monde, ils ont vu arriver des bateaux anglais qui étaient les premiers cuirassés, les premiers bateaux en fer, avec une puissance de canon qui était très supérieure aux petites jonques chinoises. Et donc, ce qu'on appelle la guerre de l'opium. La guerre de l'opium, c'est les bateaux anglais qui ont canardé Canton, qui ont canardé les ports chinois. Et la Chine s'est rendue compte qu'elle était dépassée à ce moment-là, était obligée de signer des traités. Hein, c'est comme ça à ce moment-là que l'Angleterre a obtenu Hong Kong. Hong Kong est devenu anglais à la suite de la première guerre de l'opium. Ils ont eu ce truc-là. Et pour les Chinois, c'est le début du déclin. C'est-à-dire que là, après ça, les Français se sont mis dans l'affaire, les Allemands se sont mis dans l'affaire, etc. Dans toutes les villes chinoises, enfin dans toutes les grandes villes chinoises, à la fin du XIXe siècle, il y avait ce qu'on appelle des concessions. Hein, des concessions, ça veut dire un quartier français, un quartier anglais, etc. Mais aujourd'hui, quand vous allez à Shanghai, la concession française, c'est l'endroit chic et les boutiques de luxe, etc. Mais parce qu'ils récupèrent ça, les Chinois aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était complètement humiliant. C'est comme si dans les villes françaises, c'est comme si à Paris, pour entrer, je sais pas quoi, au 9e arrondissement, c'est devenu une concession japonaise, on devait montrer des papiers à la police japonaise qui contrôle, qu'il y a des tribunaux japonais, etc. C'est évidemment humiliant. Donc cette Chine a été humiliée au 19e siècle parce qu'elle ne s'était pas rendue compte que l'Angleterre, que la France, etc. avaient fait la révolution industrielle, était devenue plus puissant. Elle est tombée au 19e siècle. Au 20e siècle, dans l'idée des Chinois, elle a essayé de remonter un petit peu à la fois. Hein. Il y a eu la révolution pour renverser l'Empire en 1911, pour renverser le vieil empire chinois. Puis ensuite, il y a eu les nationalistes, Chiang Kai-shek. Puis ensuite, il y a eu Mao avec des horreurs, des tas d'horreurs absolues, hein, des millions de morts. Mao, c'est le plus grand criminel du XXe siècle. Hein. Et donc, ils sont passés à travers tout ça. Et à la fin du XXe siècle, ils ont commencé à remonter. Et maintenant, ils ont le sentiment qu'ils reprennent leur place normale, qui est la place de roi du monde, de chef du monde. Et il y a eu une petite parenthèse de 2 siècles où ils n'ont pas dominé le monde, mais ils vont recommencer à le dominer. C'est ça leur idée, en tout cas. Sur l'histoire de la Chine, qui est très longue, effectivement, c'est pas grand-chose. L'histoire de la France est plus courte, François. Comment la France est regardée depuis l'étranger, sans nous faire nous retracer un millénaire, mais comment regarde-t-on la France? Alors, évidemment, l'histoire le point de vue français m'intéresse beaucoup, puisque je suis français et que j'adore la France. Je pense que, premièrement, là, aujourd'hui, en histoire, quand vous entendez là, on a beaucoup entendu ça, les candidats des primaires à droite, etc., sur il faut retrouver notre histoire, il faut retrouver le roman national, etc. On a le sentiment que la seule manière que ces gens-là ont de penser l'histoire, c'est de dire on va refaire l'histoire comme on l'enseignait avant 1914, comme on l'enseignait à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Ça me paraît une erreur totale. L'histoire de la fin du 19e siècle, l'histoire, hein, nos ancêtres les Gaulois, etc., toutes ces choses-là, c'est une histoire qui a été construite au 19e siècle à un moment où la France avait, d'une part, elle était obsédée par l'idée de faire la guerre contre les voisins. Hein. Là, il y a eu la guerre contre l'Allemagne, mais au 19e siècle, on pensait qu'on allait faire la guerre contre l'Angleterre. C'était les tensions nationales à ce moment-là. Et deuxièmement, la France avait un empire colonial au 19e siècle. Pourquoi est-ce qu'on irait remettre aujourd'hui une histoire de France ou croire on n'a plus d'empire colonial et on n'a plus... Moi, j'ai pas envie de faire la guerre avec l'Allemagne et avec l'Angleterre, hein, même s'ils ont quitté l'Europe. Bon.
Donc, en tout cas, il faut trouver une histoire qui soit adaptée à notre temps. Et je pense que pour ça, il faut se positionner par rapport au monde qui est. Donc, il faut voir ces grandes puissances qui montent, etc. Ce que je viens de vous dire sur la Chine, c'est une réalité. N'importe qui est allé en Chine voit ça. Ça transpire de partout. Le fait qu'aucun candidat à la présidentielle ne parle, n'ait un mot sur la Chine, n'entre pas dans le discours, ça me paraît une folie totale. Donc, on doit se prémunir par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut se prémunir par rapport à ça? Moi, c'est mon point de vue à moi, mais c'est pas celui que j'exprime dans le livre, enfin, sauf dans 2 pages de la fin du livre. Le livre, il essaie d'expliquer les choses de manière honnête. Mais en tout cas, mon point de vue à moi, c'est que la France toute seule, aujourd'hui, elle ne peut plus se débrouiller. C'est pour ça que je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on se débrouille pour faire une Europe puissante. Parce que moi, je pense que il faut défendre nos valeurs les plus importantes, pour moi, c'est liberté, égalité, fraternité, ça veut dire la liberté publique, l'égalité, ça veut dire l'égalité entre tous les citoyens, entre les hommes et les femmes, la laïcité, ça fait partie de l'égalité, le fait qu'un juif a les mêmes droits qu'un musulman, qu'un catholique, qu'un athée, etc., ça c'est fondamental. Et la fraternité, pour moi, c'est lié à l'idée de la sécurité sociale, le fait que quand quelqu'un est malade, c'est normal que les autres payent pour qu'il soit protégé. Eh bien, je regarde dans quel pays du monde ces choses-là sont protégées. En Chine, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas de solidarité. Ouais. Aux États-Unis, il y a la liberté, ça c'est sûr, il y a l'égalité, ça c'est sûr, mais il n'y a pas la sécurité sociale, la fraternité. Vous vous souvenez quand Obama avait voulu faire la réforme? Pardon, il faut que j'aille plus vite. Ouais. D'accord. Bon. Alors, ok, ça c'est les valeurs auxquelles je crois, c'est très bien. Où est-ce qu'elles sont défendues? Eh ben moi, quand je vois un Italien, quand je vois un Espagnol, quand je vois un Allemand, je pense qu'ils ont les mêmes valeurs et les mêmes projets que moi. Quand je vois un Chinois, je pense pas. Donc je me dis, il faut qu'on soit alliés avec les autres pays européens et voilà, il faut se défendre. Côté sécurité sociale, je crois qu'on est les meilleurs du monde. Mais c'est intéressant de voir que, je sais aussi dans votre livre, que la Fédération d'Europe, pour se prémunir contre ce que vous pointez du doigt, c'est Churchill qui l'a voulu. Et l'Angleterre est sortie de l'Europe. Bon bref, c'est un peu l'ironie de l'histoire. C'est un peu l'ironie de l'histoire. Donc vous étiez sur la France. À côté de vous, on a donc Sylvain Larue qui met en scène un héros français sous une époque qui est celle de l'après-révolution de 1848. Donc vous mettez en scène un provincial qui s'appelle, et à l'époque ça a du sens, Léandre Laforgue. Tout à fait. Qui monte à Paris, on le disait déjà. Pourquoi d'ailleurs? En fait, qui est ce personnage? C'est simple, c'est un personnage, c'est un jeune homme, tout jeune homme, il a 21 ans quand commence l'histoire, et il est à la recherche de son père. Il est de race, en fait, il a une ascendance paternelle italienne, et son père est un révolutionnaire, un ancien Carbonari, qui va sur tous les fronts révolutionnaires d'Europe à l'époque, et entendant qu'il y a eu la révolution évidemment en France, et notamment à Paris en 1848, le grand-père gersois qui a élevé ce jeune homme l'envoie à Paris en lui disant tu n'as jamais connu ton père, tu as des chances d'aller le retrouver là-bas. Et donc cette recherche paternelle, cette recherche familiale qui est, on va dire, le point de départ de cette histoire, va devenir une intrigue policière et vraiment un concours de circonstances assez particulier va amener Léandre à faire des rencontres assez exceptionnelles et à mettre en pratique un certain talent de détective, une sagacité naturelle et devenir un policier, enfin entre un agent secret et un policier de l'époque. Alors il est affecté à la sécurité du député Bonaparte, parce que une chose étrange arrive, c'est que les députés se font tous zigouiller les uns après les autres. Voilà, il y a plusieurs morts suspectes au sein de l'Assemblée nationale. Des morts qui n'attirent pas spécialement l'attention de la police, qui les attribuent à soit des accidents ou à des maladies, et c'est vrai que ça passe plus ou moins pour ça. Mais le député Bonaparte, donc, qui est le futur Napoléon III, lui a tendance à se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche, et Léandre se retrouve d'ailleurs impliqué dans la mort d'un de ses députés, suspecté d'être un criminel. Et ce n'est que par l'intervention de Bonaparte qu'il va arriver déjà à montrer qu'il n'y est pour rien. Et Bonaparte, voyant ce talent de détective, va l'embaucher comme policier particulier pour enquêter sur cette série de morts suspectes. Alors Sylvain, vous n'êtes pas à votre premier ouvrage, c'est pas le premier livre que vous écrivez. C'est en revanche, puisque vous avez écrit toute la série des grandes affaires criminelles, oui. Mais en revanche c'est un premier roman. Comment est-ce qu'on passe d'un travail d'enquête et de documentation à l'écriture d'un roman historique? C'est assez particulier en fait, parce que maintenant, donc, sur
sur tout ce qui est histoire. Moi, à la base, je m'intéresse donc à l'histoire des affaires criminelles et de la peine de mort en France depuis maintenant 20 ans, quasiment. J'ai commencé à 14 ans. Et donc, après avoir travaillé sur les affaires criminelles, j'avais dans la maison d'édition de Boré, donc, qui me publiait, j'ai toujours un de mes meilleurs amis, donc, qui est présent ici, qui m'a conseillé un jour en me disant « Tu as du talent pour l'écriture, mais tu as beaucoup d'imagination. Franchement, saute le pas. Fais du roman, je suis sûr que tu en es capable. Et reste dans le milieu que tu connais, c'est-à-dire à la fois l'histoire et le crime. Donc fais du roman policier historique. » Et l'idée m'a bien plu. J'ai commencé à essayer de trouver une trame. Une trame, pas une période, puisque donc c'est cet ami qui m'a conseillé, il m'a dit le Second Empire, c'est une période que tu connais bien, c'est également une période qui n'a pas encore été traitée dans toute la série des romans policiers historiques qu'on connaît. Quand on voit Nicolas Le Floch, par exemple, c'est juste avant, c'est donc la fin de la royauté avant la Révolution française. On voit d'autres personnages, par exemple, celui de Claude Isner. Claude Isner, c'est plutôt la fin 1880, 1890, etc. Donc, cette période du Second Empire n'était pas énormément traitée, donc bon, je me suis lancé dans ça. Et après, il a fallu concevoir, on va dire, toute l'intrigue, mais également tout le monde qui est là, puisqu'il y a des personnages qui sont parfaitement authentiques. Je me suis inspiré donc de mémoires, de livres qui parlent de leur propre histoire. Mais après, il y a énormément de personnages complètement de fiction, quoi. Alors, comment est-ce qu'on écrit un livre quand on sait que ce roman-là n'est pas un objet unique, mais est le début d'une série? Est-ce que ça change les choses? Est-ce que narrativement, on est obligé de planter un décor différent ou d'introduire des éléments pour la suite? Est-ce qu'on plante des graines? Alors, oui. Alors, je ne peux pas spécialement répondre s'il y a une différence entre concevoir un roman qui est le début d'une série ou un one-shot unique, un roman unique, vu que je n'ai pas écrit de roman unique pour l'instant. Mais à partir du moment où j'ai fait ce roman-là, c'était vraiment en partant dans l'idée que ça allait être une série. Donc effectivement, il y a des détails dans le livre, au fur et à mesure du livre, qui sont des éléments qui auront leur sens ou qui se retrouveront au fur et à mesure dans les autres bouquins. Par exemple, je peux pas trop, sans trop en révéler, Léandre est donc un fils de Carbonari, mais ça, de Carbonaro, pardon. Il apprend sur le tard, mais il est surtout fils d'un ancien lui-même député de la Révolution sous la Révolution française. Donc c'est un républicain. Et il va se retrouver à travailler pour Bonaparte, qui à ce moment-là fait partie de la République, mais qui est destiné à devenir l'empereur Napoléon III. Et à la différence donc de Nicolas Le Floch, c'est pas que je m'inspire de Nicolas Le Floch, mais c'est l'agent de Louis XV puis de Louis XVI, et c'est un noble fidèle aux convictions politiques de l'époque, au roi, et voilà, le roi représentant de Dieu sur terre, etc. Tandis que moi, mon personnage va être quand même un républicain pur jus, travaillant pour un impérialiste, pour l'Empire, et ça risque de causer quelques tensions, quoi. Donc ça, on le verra, on le voit petit à petit. On sait c'est un personnage très têtu. Il a quand même pas mal de défauts, Léandre Laforgue, et il est très entêté sur ses convictions, planté sur ses convictions. Donc ça risque de faire quelques étincelles avec Bonaparte par la suite. En tout cas, c'est la naissance du Goupil, puisque Léandre Laforgue devient policier en fait dans cet opus. Oui. Et on attend la suite. C'est prévu quand? Ça sera en septembre 2017. Il y en aura normalement un par an, et pour une petite dizaine d'années, je dirais à peu près. Bon, eh bien, on ne quitte pas Léandre Laforgue. Merci beaucoup Sylvain Larue. Donc pour l'œil du Goupil aux éditions de Boré dans la collection Vent d'Histoire. On termine avec vous, Guy Bollet. Nous, on s'est vu hier, alors moi je sais déjà tout, mais je vais quand même vous poser quelques questions, puisqu'on est sur un angle historique. Vous avez choisi de planter votre premier roman. D'abord, c'est votre premier roman, Fils du Feu. Oui. Donc vous avez été récompensé par le prix SGDL du premier roman, le grand prix SGDL du premier roman, oui. Et ils ont eu bien raison de le faire, oui. Parce que c'est un admirable roman. Il est assez court pour un premier roman. Vous n'avez plus exactement 25 ans et je ne veux pas être désagréable. Qu'est-ce qui vous a mis à l'œuvre de ce texte et pourquoi vous êtes mis à l'écriture aussi tard? Tout d'abord, je vais remercier la SGDL, la Société des gens de lettres, qui est une société qui s'occupe des auteurs en dehors de toutes
les histoires, les contingences éditoriales, matérielles, germanopratine, tout ce qu'on veut, tout ça. C'est une société qui s'occupe des auteurs, de la littérature et qui nous défend. Donc je les remercie d'exister et de m'avoir donné le premier Grand Prix hier. Voilà qui est fait. Maintenant, je me suis mis à l'écriture depuis longtemps. C'est mon premier roman, mais ce n'est pas mon premier livre. Hein. J'avais publié beaucoup de poèmes, de nouvelles. J'ai écrit une trentaine de pièces de théâtre. J'ai travaillé pendant 20 ans comme dramaturge pour des compagnies de danse, avec des spectacles qui ont été montés partout dans le monde entier, à New York, au Brésil, au Japon. Enfin, j'ai fait 10 fois le tour du monde avec mes spectacles, ce qui fait que l'écriture, c'est pas une nouveauté. Le roman, je m'y suis mis parce que, à mon avis, c'était le moment. Avant, je me trouvais pas prêt dans ma tête pour faire un roman. J'étais pas pressé non plus de publier un roman. J'avais d'autres choses à faire dans ma vie. Là, maintenant, je me consacre à l'écriture pleinement. Et effectivement, à l'intérieur de ce roman, il y a un petit lien historique avec mes deux camarades, là, où on raconte l'histoire d'une famille dans un petit quartier de province à travers les 30 Glorieuses, l'ascension et le déclin des 30 Glorieuses. Donc on peut partir de la Troisième République qui a un petit peu porté sa vague, tout ça, jusqu'au début des années 40, à la fin de la guerre, et puis après la grande explosion qu'on connaît, l'explosion capitaliste, consumériste, qui est arrivée. Mais c'est pas un livre historique, il y a quand même une part d'histoire dans ce roman, quoi. Donc en fait, l'histoire, elle n'est pas, arrêtez de me faire des signes, ça va. L'histoire n'est pas le sujet du livre. En revanche, on peut dire que l'histoire modèle la vie de vos personnages. Oui, parce que les personnages, on va suivre un enfant de l'âge de 5 ans jusqu'à un âge assez avancé dans sa vie. On ne sait pas quel âge il a, on sait qu'il est assez vieux. Et à travers la vie de ce personnage, qui est le narrateur du livre, on va vivre toute l'époque de ces 30 Glorieuses. Effectivement, l'ascension grandiose des 30 Glorieuses, son déclin, le début de son déclin également, et surtout la transformation du monde, parce qu'on était passé d'un monde plutôt communautaire, fraternel, assez provincial, même dans les capitales, ça restait quand même très côté province. On va assister à l'arrivée à des voitures, des immeubles, des parkings, du béton, de la grosse consommation, et tout ça va changer les mentalités, va changer les métiers, et le narrateur va nous parler de tout ça à travers une trame romanesque. À travers son histoire qui est celle d'un fils de ferronnier. Oui, c'est un fils de forgeron. C'est un fils de forgeron qui grandit dans la forge, qui est émerveillé par le monde de la forge, par le monde du fer, le monde du feu, le monde à côté des locomotives à vapeur qui correspondent pareil pour lui, les lavandières qu'il avait encore le linge à la main avec les baquets d'eau fumante où le feu brûlait dessous pour chauffer l'eau. Et on va passer de ce monde qui était encore très artisanal dans tous les sens du terme à ce monde hyper contemporain qui s'est développé à une vitesse. C'est pour ça que le rapport avec la Troisième République, on peut dire que ça coulait un petit peu jusqu'au début des années 50 quand même. On était dans le même wagon là. Alors cet homme est alors il y a la trame historique, mais il y a aussi la trame poétique de ce livre. Oui. D'abord parce que c'est un livre d'écriture, de langue, avec un rythme absolument envoûtant. Et puis une histoire de famille en dehors de l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est peintre et qui revient sur son enfance et sur les drames qui ont construit sa vie d'homme. Oui. Le roman, c'est une suite de petits tableaux où on comprend à la fin du roman que le personnage qui nous raconte sa vie à travers la vie de l'enfant, en fin de compte, il est devenu peintre et toute sa vie, il n'a fait que peindre ces morceaux de vie, mais il ignorait. Enfin, il découvre à la fin du livre, en même temps qu'il l'écrit, il découvre qu'il a fait que peindre ces petits bouts qui, aboutés, assemblés, vont former sa vie, mais aussi la vie du siècle. C'est en ça que le roman est un petit peu historique aussi. Merci Guy Bollet. Je vous propose maintenant de découvrir les livres, parce qu'au fond,
C'est toujours la meilleure manière de découvrir leur contenu, c'est d'aller les explorer par soi-même. Il y a La grande histoire du monde avec François Reynard. C'est un livre que vous ne lirez pas d'un seul coup. En revanche, vous y replongerez souvent et vous le garderez. C'est un livre qui est solide parce qu'il va être très largement utilisé par la famille, biffé, utilisé, jeté, mis ici, posé sur la table du salon. Enfin, en tout cas, c'est l'usage qu'on a envie d'en faire. Donc, publié aux éditions Fayard, le livre vient de sortir. Donc, 5000 ans et 5 continents. Bravo pour cette somme. Vous êtes encore bien vert pour avoir écrit quelque chose d'aussi épuisant. Branché par l'âge. Oui, je sais pas, ça doit être c'est la fin du salon sans doute. Non, mais c'est une entreprise incroyable. Je vous rassure, j'ai toujours bon pied, bon oeil, comme on dit au vieillard. Oui, mais vous n'êtes pas épuisé et ça m'étonne parce que je trouve que c'est un travail absolument incroyable. Bon, François. c'est gentil à vous, mais alors Vraiment. je dois juste dire que comme l'histoire est ma passion, franchement, chevaucher avec les Mongols, me retrouver derrière Bolivar en Amérique du Sud, c'est juste le bonheur total. C'est-à-dire que si par chance ce livre marche, mon rêve absolu, ce serait de faire le tome 2, je sais pas quoi, mais je vais trouver autre chose. Non, mais là, vous avez écrit un classique, donc de toute façon, il se vendra quoi qu'il arrive. Bon, Excusez-moi, vous n'avez pas vraiment chevauché avec les Mongols. Hein. C'est après votre imagination d'écrivain qui prend le relais. C'est vrai. À côté de vous, donc Sylvain Larue pour le début des aventures de Léandre Laforgue avec l'œil du Goupil. Encore une fois, merci pour cette plongée dans l'histoire de cette période-là qui, entre la Révolution de 48 et la Commune, hein, parce que vous allez sans doute aller flirter dans cette zone. Voilà. Donc on attend avec impatience la suite, publiée donc aux éditions de Boré. Et Guy Bollet, merci pour ce Fils du Feu, qui est un premier roman absolument éblouissant, récompensé par le Grand Prix SGDL 2016 du premier roman. Et le prix Georges Brassens. Et du prix Georges Brassens, oui, je fais partie du jury, merci de me le rappeler, oui. Qui est certainement un des plus beaux romans de littérature française blanche de cette rentrée littéraire. Merci à tous les trois pour votre présence et je rends le plateau. Merci.